les déclarations du président de la République Emmanuel Macron qui s'est exprimé à la télévision longuement, notamment sur les retraites, sur l'opposition. Il a dénoncé son cynisme, mais aussi sur l'inflation, la hausse des prix. Pour Emmanuel Macron, pas question d'indexer les salaires sur l'inflation. Écoutez. Si on veut créer de l'emploi et faire que celles et ceux qui travaillent vivent dignement, la solution n'est pas de réindexer les salaires sur l'inflation. Je ne veux pas être démago. Je ne suis pas là pour dire on va réindexer. Si je vous disais ce soir, il faut réindexer les salaires sur les prix, alors nous détruirions des centaines de milliers et des millions d'emplois. Et pour aller plus loin, pour revenir évidemment sur les déclarations d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Apathy, bonsoir, merci d'être avec nous. Catherine Gentil est restée avec nous, je vous ai remercié, mais vous êtes toujours là et vous allez pouvoir nous décrypter ce qui a été dit. Et Renaud Pila, bonsoir. Renaud, merci d'être avec nous. D'abord, l'objectif de l'intervention du président ce soir était de fixer un cap. La première question est donc toute simple. Est-ce qu'il a réussi à fixer ce cap, Jean-Michel Apathy ? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, il a été très pédagogue dans une partie assez longue sur la crise que nous traversons. Et il a expliqué que sans intervention de l'État, les ménages ne verraient pas l'électricité augmenter de 15%, mais de 100%. Il a expliqué que toute une catégorie de population serait aidée. Et il dit il faut tenir. Voilà. Donc là-dessus, la pression de la crise est telle qu'il y a un président un peu sur la défensive qui tente d'expliquer à tout le monde que les lendemains qui viennent seront durs et que l'État fera sa part pour essayer d'alléger autant que possible le fardeau. Plus dynamique, on va en reparler dans le détail, sur les retraites. La première fois, sans doute, que depuis sa réélection, il expose clairement ce qu'il veut faire sur les retraites. Et méchant, piquant, à la limite d'une certaine violence, avec la gauche qui s'est associée, ou qui a vu le Rassemblement national s'associer à la motion de censure qu'ils avaient déposée. Et on va revenir évidemment sur tout cela en détail. Dans un instant, pédagogue Emmanuel Macron ce soir, c'est ce que dit Jean-Michel Apathy. Est-ce qu'il a été convaincant ? Convaincant, je pense qu'il convaincra son noyau dur, son électorat, et il y a toujours 2 tiers, 1 tiers. Quand on regarde depuis le début, depuis 2017, c'est toujours pareil. 2 tiers des Français ne sont pas convaincus, 1 tiers continue à le suivre. Je suis assez d'accord avec Jean-Michel. Pour un marin, et il a employé le mot tempête, lorsque la tempête est là, eh ben c'est plus une question de cap ou pas. C'est tenir pendant la tempête avec le minimum de contestation. On a vu que c'est très compliqué ces dernières semaines. On va parler bien sûr des salaires. Le manque d'augmentation des salaires, il a insisté là-dessus. Donc il essaie de tenir, expliquer pourquoi c'est si compliqué, pourquoi le monde change autant. Au-delà de lui-même, je trouve que les politiques sont même un peu désorientés par rapport à ce que l'on vit actuellement. Il n'y a pas qu'en France. Donc il essaye de tenir de la pédagogie. Il est en général assez convaincant, en tout cas il a les qualités pour le faire, mais je le trouve une fois de plus bien seul dans la Macronie. C'est le chef de l'État qui est obligé de retomber dans la marmite, de tout faire, de tout commenter. Emmanuel Macron, une fois de plus, doit tout faire dans ces périodes de tempête. On a parfois l'impression aussi que cette tempête, elle dure sans arrêt depuis 5 ans et plus d'ailleurs si l'on remonte le temps. Catherine Gentil, l'enjeu évidemment pour Emmanuel Macron, c'est d'être entendu par le plus grand nombre de Français, d'arriver à les convaincre que sa politique est la bonne. Ce que lui reprochait aussi une partie des observateurs, des responsables politiques, c'est d'avoir un peu perdu un cap depuis quelques mois, depuis la fin de son premier quinquennat. Quel était l'enjeu pour lui ? Comment peut-il convaincre qu'il a toujours la main, qu'il sait ce qu'il fait et qu'il va vers des jours meilleurs, en tout cas pour la France ? C'est justement en donnant des précisions sur la manière dont il envisage l'avenir. Mais c'est vrai qu'il a perdu aussi quand même un élément fondamental, Emmanuel Macron, ces derniers temps, c'est celle de l'Europe et de la puissance de l'Europe. C'est-à-dire qu'on pensait avec le départ d'Angela Merkel qu'il serait l'homme de l'Europe, ce qui correspond à ses convictions, et qu'en s'unissant à l'Europe, il pourrait justement faire les réformes en France d'une manière plus facile, plus aisée, en s'appuyant sur des relais au-delà des frontières. Et là, effectivement, entre les Allemands avec qui on est complètement fâchés, les Suédois qui sont en train... Oui, enfin, bien fâchés, même s'il y a eu aujourd'hui des déclarations qui se voulaient rassurantes. Ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Angleterre, ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron, dans ce qu'il veut faire en France, non seulement c'est une période très difficile, mais il est aussi de plus en plus seul quand même en Europe, enfin avec des défis de plus en plus grands en Europe. Donc il faut vraiment qu'il réussisse à conjuguer ces 2 paramètres qui sont fondamentaux pour l'image que les Français vont avoir de lui
dans les réalisations qu'il se propose de faire. Ce qu'il faut qu'il fasse aussi, c'est continuer à réformer parce qu'il l'a promis. Exactement. Et parmi les réformes qui sont évoquées, évidemment, il y a celle des retraites. Écoutez à ce sujet ce qu'a dit le président de la République tout à l'heure. Si certains sont prêts à s'engager, à dire « nous, on ne veut pas aller jusqu'à 65 ans, mais par exemple, on serait prêt à aller jusqu'à 64 ans, mais en contrepartie, si vous faites ce geste, on est prêt à travailler un peu plus de trimestres. » Parce qu'il y a une autre façon de faire, ce n'est pas que l'âge légal, c'est travailler un peu plus de trimestres. Moi, je suis ouvert. Le tout, c'est que notre modèle retombe sur ses pieds, si je puis dire, et que nous, actifs, on finance bien la retraite de nos retraités. Donc oui, il y a une concertation, mais pas pour ne rien faire. Et donc, moi, 65 ans ou 64 ans, si en plus des 64 ans, on allonge les trimestres, moi, j'y suis tout à fait ouvert. Jean-Michel Apathy, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il va falloir travailler plus, ça c'est une certitude, oui, plus longtemps peut-être, oui. Avec un âge qui peut être fixé à 64 ans, mais si on a tous les trimestres. Si on est simple, c'est la première fois qu'il parle de manière aussi détaillée, je l'ai déjà dit, de la réforme des retraites. Si on est simple, le but de la réforme des retraites que veut Emmanuel Macron, c'est qu'au moins l'âge légal soit à 64 ans. Aujourd'hui, il est à 62, 64 ans. Donc déjà, la borne d'âge bouge. Là-dessus, rien que sur cette position, il n'a aucune centrale syndicale des salariés avec lui. Donc déjà, on voit à la fois la volonté de la réforme, ce qu'il veut faire, et le problème politique, pas d'accord syndical pour le voter. Ensuite, il dit qu'il faut allonger la durée, le nombre de trimestres. Bon, alors, si vous voulez, les gens, ils partiront pas à 64 ans, mais à 67 ans. Donc, ça brouille un peu le message, mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il veut faire une réforme dont aucun syndicat de salariés ne veut. Donc, il y a un conflit politique. Et il avance un peu en prévoyant qu'il y aura un conflit syndical politique et qu'il y aura un conflit politique à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire potentiellement pas de majorité pour la voter. Bon, là, il dit, un président, il a des armes à sa disposition, notamment, alors il le cite explicitement, l'article 11, c'est-à-dire le référendum. Voilà. Alors le référendum, s'il propose une réforme des retraites que personne ne veut parmi le monde syndical et qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ben, il dit, ça se tranchera dans les urnes. Ce qu'il n'a pas dit, c'est si les urnes disaient on ne veut pas de votre réforme, ce qui se passerait. Mais enfin, bon, on va avancer étape par étape. Mais le message était clair. 64 ans, et puis si vous ne voulez pas, on va au clash. Voilà. Ça, c'est pour effectivement, je suis d'accord avec Jean-Michel sur le contenu de la réforme. En revanche, politiquement, qu'est-ce qu'il dit ce soir? Très clairement, une offre d'alliance aux Républicains. Il le dit. Hein, il a, on va en parler, vigoureusement critiqué la NUPS. Il s'est mis en colère contre la motion de censure votée avec le RN. On va l'entendre un instant. Ouais. Mais surtout, il dit sur cette réforme-là, parce que ça va être la mère des batailles, à côté, la crise des carburants, c'était rien. 60 à 65% des Français sont opposés à la réforme des retraites. Toutes les centrales syndicales sont contre. Donc il aura besoin d'avoir des alliances. Et ce soir, il dit aux Républicains, chiche, continuons, faites alliance. Et pour les Républicains, ça sera très compliqué de dire non à ces alliances. Et le mot qu'il utilise, c'est souhaite. Il souhaite une alliance. Exactement, mais il les coince. Il veut les coincer. Les Républicains seront la bouée de sauvetage du président Macron auquel il s'oppose. Mais ils l'ont été cette semaine. Ils l'ont été cette semaine, donc il veut continuer. Alors sur la NUP et le RN, écoutez Emmanuel Macron. On l'écoute. Vous pensez que nos compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, ils lui ont demandé de porter une majorité avec des députés du Rassemblement national. Ils lui ont demandé de déposer une motion de censure qui, à dessein, a été changée par cette coalition baroque de la NUPS. Qu'est-ce qui vous met en colère? Mais ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi? Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national. Et Catherine Gentil, c'est un ancien membre du gouvernement Hollande qui parle. Oui, absolument. Hein. Donc c'est effectivement la colère qu'on comprend très bien parce que le coup de grâce là, que Marine Le Pen a essayé de porter au gouvernement en votant pour la gauche, mais mes chers confrères me contrediront s'il le faut, mais apparemment personne ne s'y attendait. Et donc ça paraît vraiment une espèce de mariage contre nature pour s'opposer à Emmanuel Macron et à ses réformes. Donc, elle a réussi un strike. Voilà, l'effet de surprise a été tel que 3 jours plus tard, il est encore dans une saine colère, ou en tout cas une colère presque noire. Donc, alors effectivement, il surjoue sûrement un peu pour souligner justement cet effet incroyable de l'alliance de 2 clans que tout oppose d'ordinaire.
Et ce qui souligne le fait qu'en effet, les années qui lui restent jusqu'à la fin de son quinquennat risquent d'être assez difficiles. Jean-Michel, juste une chose, parce que vous étiez ici même il y a 2 jours, on parlait de Nicolas Sarkozy, son interview au JDD, il disait 2 choses, Nicolas Sarkozy, vous l'aviez mentionné, 2 millions de personnes dans la rue lors de la réforme des retraites et une alliance souhaitable entre ce qui est le président de la République aujourd'hui et là où les droites. C'est un peu ce qui ressort aussi de ce qui a été dit ce soir. Oui, en tout cas, c'est ce que disait Renaud. Évidemment, le président de la République, s'il n'y a pas d'alliance avec LR, il n'y a pas de réforme des retraites qui votée au Parlement. Donc, effectivement, la colère d'Emmanuel Macron, moi, je trouve qu'elle est assez remarquable parce que j'ai l'impression qu'elle est sincère. Et très rapidement, tout cela a surpris que le Rassemblement national s'associe avec la gauche, parce que Marine Le Pen, jurée crachée, a dit toute la semaine dernière que jamais elle ne voterait un texte proposé par la gauche. Bon, donc si vous voulez, tout le monde a été surpris par le petit coup politicien qui a des effets. Pourquoi ? Parce que la NUP, il y a toujours un personnage qui met tout de traviole, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, après le vote du Rassemblement national en faveur de la motion de censure de la NUP, a fait un tweet en disant « On est passé à 50 voix ». Et c'est dommage parce qu'on aurait pu renverser Macron. Et Jean-Luc Mélenchon a assumé, comme aucun autre leader de gauche, qui sont tous plutôt ennuyés, cette alliance conjoncturelle avec le Rassemblement national. Et c'est ça, explicitement, parce qu'il a cité Jean-Luc Mélenchon, qui a mis Emmanuel Macron en colère. Et je le répète, quelquefois, j'ai envie de croire que les gens qui font de la politique, c'est rare, sont sincères. Et je trouve que là, dans sa colère, il y avait un accent de sincérité chez Emmanuel Macron. Oui, on peut dire qu'Emmanuel Macron, il est assez faible politiquement. Vous vous rendez compte, c'est un début de second mandat, il est à quoi ? Il est à 36-37% de popularité, aucun état de grâce. Ça, c'est le problème, effectivement, d'un mandat qui succède à un mandat de crise. Donc, et puis la campagne présidentielle avait été, ça paraît déjà tellement loin avec tout ce qu'on vit avec la guerre en Ukraine. Il n'y a pas eu de campagne présidentielle, vraiment. Donc, c'est un président faible politiquement, mais il est fort des faiblesses des autres. Et qu'est-ce qui joue ? C'est moi ou le chaos ? Et ça sur une partie des Français qui se disent finalement, est-ce qu'il y a une majorité alternative ? Est-ce que franchement les autres peuvent gouverner ensemble ? La réponse est non. Donc Emmanuel Macron, il profite de cet état de faiblesse des autres pour essayer de surnager dans cette tempête, comme il le dit. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau nous expliquer tout ça. Dans un instant, Éric Brunet, Solène Rioux, je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir à partir de 20h sur LCI. Bonne soirée.